Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va parler du Bitcoin. Le Bitcoin qui pour moi c'est quasiment le seul gagnant des 18 derniers mois et on fera un petit peu justement le point par rapport à ça. On parlera après d'Ethereum, probablement ma plus grande déception et je pense que je ne suis pas le seul à être dans ce cas de figure là. On va également parler un petit peu donc de l'Ether et de savoir tout simplement en fait si l'Ether c'est peine perdue, s'il vaut mieux en fait se concentrer sur autre chose ou si ça vaut encore le coup de rester exposé dessus. Je ferai également un petit point complet sur les alts. On va voir un petit peu le bon, le mauvais par rapport aux altcoins et on parlera un petit peu finances traditionnelles, notamment avec ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes, des choses qui ont bien évidemment impacté d'une manière ou d'une autre le marché des cryptoactifs. Encore une fois, c'est toujours extrêmement important, même si on n'investit pas dans la finance traditionnelle, de comprendre ce qui est en train de se passer parce que le marché des cryptos n'est pas une petite bulle qui n'est pas impactée en fait par ce qui se passe autour d'elle, loin de là. Ça aurait pu être le cas il y a plusieurs années en fait de cela, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. C'est extrêmement corrélé avec ce qui se passe du côté de la finance traditionnelle et ça le sera de plus en plus. Et donc c'est pour ça que c'est assez important quand même de comprendre un petit peu ce qui se passe également de ce côté-là. Alors avant de commencer, petit rituel, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir mes lettres d'investissement. Donc la prochaine sera envoyée d'ici quelques semaines. La dernière n'a pas été envoyée il y a très longtemps de cela. Je rappelle encore une fois, dans mes lettres, je partage des analyses qui sont beaucoup plus, on va dire, personnelles. Je vais beaucoup plus me livrer en fait dans ces lettres-là par rapport aux stratégies que j'applique. Chose que je fais beaucoup moins dans mes vidéos YouTube où là on a une vision beaucoup plus large et on traite de beaucoup plus de sujets. On commence avec le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, déjà, on ne va pas commencer tout de suite par l'analyse technique. J'aimerais déjà qu'on fasse un peu le point par rapport au grand succès de ces 18 derniers mois. Donc, grosso modo, depuis que le Bitcoin et l'ensemble du marché a atteint son point bas et a lancé une phase de redémarrage qui a commencé en janvier 2023. Donc ça va bientôt faire maintenant plus de 2 ans que le Bitcoin évolue dans une dynamique haussière. Aujourd'hui, je parle, en tout cas dans ce chapitre-là, je parle du Bitcoin. Je sais pertinemment que ceux qui ne sont pas exposés ou peu exposés au Bitcoin ne vont absolument pas comprendre ce que je vais dire parce que je viens de dire qu'on était dans une dynamique haussière depuis plus de 2 ans, ce qui n'est absolument pas le cas du reste du marché. Et ça, c'est assez important quand même de bien le prendre en compte. Encore une fois, je généralise, il y a toujours des exceptions. Il n'y a pas que le Bitcoin, bien évidemment, mais dans la grande majorité des cas et parmi les grandes capitalisations, il n'y en a vraiment pas beaucoup qui ont été capables de faire aussi bien que le Bitcoin. Il y en a, j'en parlerai justement un petit peu après. Donc le Bitcoin, ça reste un gros succès qui a été principalement alimenté par 2 choses. D'une part, la crise bancaire qu'on a connue en 2023 avec un mouvement refuge. Et là, c'est clair et net. On a eu justement, là on le voit sur les graphiques, c'était ici, on était en mars 2023, il y a eu un mouvement de, voilà, on achète du Bitcoin, il y a une crise bancaire, donc le réflexe, ça a été bien évidemment d'acheter de l'or, mais également d'acheter du Bitcoin. Ça a été vraiment le premier gros succès, je pense, de ce nouveau cycle par rapport au Bitcoin, c'est que c'est vraiment devenu un actif de plus en plus crédible et on en a eu la preuve. Et bien évidemment, j'ai envie de dire la preuve ultime a été le lancement des ETF spot qui ont été un véritable succès. Donc, le lancement des ETF ont clairement été un véritable succès. Regardez ici, si on regarde donc l'AUM, donc le nombre d'actifs sous gestion. Donc, en gros, pour faire simple, hein, la quantité en fait d'argent qui est aujourd'hui investie dans les ETF Bitcoin, ETF tout confondu, si on prend tous les différents émetteurs. On a fait un pic à peu près à 60 milliards de dollars lorsqu'on a connu justement la grosse phase haussière du Bitcoin. Quand il est revenu chercher sur ses plus hauts, ça a été bien évidemment alimenté par les ETF et par les flux
d'argent qui rentrait via ces nouveaux produits. Depuis, le Bitcoin, il ne fait plus rien. Mais en fait, on le voit au niveau de l'AUM, il ne progresse plus. Donc il y a vraiment une corrélation directe. Aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est dans une phase de stabilisation depuis maintenant plusieurs mois. Et c'est en corrélation directe avec les flux, pas forcément les flux, pardon, l'AUM, donc la quantité d'argent qui est aujourd'hui investie dans les ETF, qui ne croît plus, au contraire, qui est légèrement en train de baisser au fur et à mesure. Alors cette baisse, elle est très limitée. Aujourd'hui, on a quasiment toujours 50 milliards de placés, donc c'est à peu près le niveau qu'on avait grosso modo début mars. Donc honnêtement, ça reste quand même, je pense, un gros succès. 50 milliards en l'espace de quelques mois, ça reste quand même pas mal d'argent. Bien évidemment, en fait, que je pense que beaucoup espèrent beaucoup plus, parce que 50 milliards, c'est beaucoup d'un côté et c'est quand même pas beaucoup de l'autre. Mais en tout cas, ce qui est assez intéressant de mon point de vue, c'est surtout de voir qu'il y a une stabilisation. Certes, ça baisse un petit peu, mais c'est totalement normal. Il y a eu une petite phase euphorique sur le courant février-mars. Bien évidemment qu'il y a des personnes qui vont prendre des pertes parce que rien ne monte sans s'arrêter. On a une phase de stabilisation. Il y a des personnes qui vont commencer à sortir, très souvent en perte, parce que je pense que ceux qui sont rentrés sur cette phase haussière-là, ils n'ont pas beaucoup de plus-value à récupérer. Donc c'est plus, je pense, des personnes plutôt particuliers qui sont rentrés sans réelle stratégie, bien loin de la grande majorité, je pense, des pertes des fonds, des institutions ou même des investisseurs pros qui se sont positionnés dans une optique à beaucoup plus long terme. Et je pense que ce sont eux qui font clairement qu'aujourd'hui, la volatilité quand même sur le Bitcoin, elle est relativement basse. Et également qu'il y a énormément d'acheteurs dès qu'il y a des phases de baisse. Si on regarde au niveau des flux, on le voit, en fait, il y a surtout eu pas mal de retraits lors de la première accélération baissière ici. Ensuite, on voit que même celle qu'on a eue récemment, il n'y a pas eu beaucoup de flux négatifs. Voilà. Donc, il n'y a pas eu tant de sorties que ça. Il y a eu des gros volumes d'échanges, ce qui sous-entend quand même qu'il y a eu aussi beaucoup d'acheteurs qui se sont positionnés sur ces niveaux-là. Donc, encore une fois, tout ça, ça reste extrêmement positif. Ce n'est pas une énorme surprise parce qu'aujourd'hui, on le sait, le Bitcoin devient de plus en plus crédible de la part des investisseurs institutionnels et des institutions financières. Eux, ils ne sont pas là pour juste rentrer et sortir à la moindre petite baisse en mode panique. Au contraire, eux, ils vont acheter. Voilà, ils vont acheter en fait quand les gens sont en train de paniquer. C'est exactement ce qu'il fallait faire lorsqu'il y a eu la dernière accélération baissière et qu'on a touché la phase des 50 000 $. Il y a énormément de monde qui se sont positionnés à l'achat. Et c'était absolument ça qu'il fallait faire et certainement pas vendre. S'il fallait vendre, c'était bien avant, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. On a en plus eu pas mal de confirmations qu'il commence à y avoir des très très gros qui se positionnent sur le Bitcoin, notamment encore récemment, là, je vous sors cette news donc d'un hedge fund qui s'appelle Capula, qui est un hedge fund anglo-saxon, qui fait partie des 4 plus gros hedge funds d'Europe et qui a une ligne de 500 millions de $ dans les ETF Bitcoin. Ce n'est pas le seul. On avait également le fonds Millennium qui avait déjà annoncé plus tôt dans l'année qu'ils avaient une ligne de 2 milliards. Donc les gros se positionnent tranquillement sur cet actif et ça va radicalement changer, je pense, le comportement qu'on a pu avoir par le passé avec aujourd'hui des nouveaux acteurs, des gros acteurs qui n'ont pas les comportements des investisseurs particuliers. Ces comportements-là, en fait, qui étaient une aubaine pour les investisseurs déjà un petit peu avisés, expérimentés, qui justement profitaient en fait d'une certaine manière en fait d'une intelligence collective qui était relativement basse dans les marchés. Ça, j'ai souvent expliqué justement ce phénomène. C'est facile de gagner de l'argent quand l'intelligence collective elle est faible. Donc ça veut dire qu'il y a énormément d'acteurs inexpérimentés dans un marché. C'est ce qu'on a connu en vrai durant les phases, notamment, moi je me rappelle très bien du bull run de 2017. Non pas que j'ai été parmi les plus aguerris, loin de là. J'étais encore assez, j'estime encore assez novice et peu expérimenté. Mais quand bien même, je pense que ceux qui étaient extrêmement expérimentés, ils ont pu gagner des quantités, des sommes astronomiques d'argent, tout simplement parce que les comportements étaient extrêmement prévisibles, parce que l'intelligence collective était extrêmement faible. Maintenant, les choses ont énormément évolué, beaucoup d'acteurs sont arrivés, beaucoup d'acteurs expérimentés. L'expérience également
de personnes qui, comme moi par exemple, sont dans ce marché depuis plusieurs années maintenant. Forcément, on monte en expérience, on répète de moins en moins les erreurs du passé et donc ça devient de plus en plus difficile. Et on a également maintenant des nouveaux acteurs qui vont rentrer avec des objectifs d'investissement qui sont complètement différents du simple particulier lambda comme nous sommes. Voilà. Et donc tout ça, ça change radicalement le comportement qu'on peut avoir, même si, prudence, ça ne veut pas non plus dire que Bitcoin fera que monter en ligne droite et qu'il ne va plus retracer. Pour preuve, on a enfin eu une vraie phase de correction, chose qu'on n'avait pas eu depuis quand même un bon petit moment sur le Bitcoin. Donc, si on regarde toujours en prenant un maximum de recul pour éviter le bruit, c'est important, on est sur une échelle hebdomadaire, on a une mèche, on a effectivement cette accélération qui est venue rechercher un retracement de 50% de Fibonacci qui était extrêmement attendu, mais pour être honnête, qui était attendu lorsqu'on était plutôt dans cette phase ici de juin. Moi, c'était clairement un niveau que j'attendais, la zone des 50, maximum 45 000 $. Au final, lorsqu'on a fait cette nouvelle phase de rebond, je ne pensais vraiment pas qu'on allait en tout cas aller chercher ce niveau-là aussi vite. Encore une fois, si ça aurait mis un peu de temps, comme là, ça avait mis du temps pour baisser, on aurait pu clairement anticiper une baisse aussi forte. Moi, je ne l'ai absolument pas anticipé, mais ça ne me dérange pas parce que pour le coup, j'applique une gestion active qui me permet de ne pas subir cette volatilité. Pour référence à ma dernière vidéo, j'avais vu que certaines personnes critiquaient en fait le fait que je parle toujours du passé en disant voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est ma manière en fait aujourd'hui de vous partager mon expérience, de vous expliquer qu'est-ce que je fais. Je trouve ça parfaitement cohérent. Loin de moi l'idée en fait de commencer, je sais pas, à me la péter ou je ne sais quoi. En fait, ça, je m'en contrefiche, mais royalement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de partager ce que je fais pour essayer de comprendre pourquoi, à ces moments-là, je suis amené à sortir du marché, pourquoi je suis amené à re-rentrer. Parler du futur, en fait, ça intéresse souvent beaucoup plus les gens, mais en réalité, on s'en fout du futur. Parce que le futur, personne ne le connaît. Donc ça veut dire qu'on met en place des scénarios qui vont évoluer en permanence. Aujourd'hui, je peux décrire un scénario sur le Bitcoin qui, dans 3 jours, sera invalidé. Je ne fais pas des vidéos tous les jours. Je fais des vidéos en moyenne 1 fois par mois. Donc ça ne sert absolument à rien de partager aujourd'hui des scénarios qui seront probablement périmés dans 1 semaine ou voire même dans quelques jours. Donc je partage vraiment ce que j'ai fait et ce qui je pense est déjà beaucoup parce que peu de personnes partagent réellement ce qu'ils ont fait. Et encore une fois, je le partage avec une communauté privée qui elle a accès à l'ensemble des mouvements en fait que je recommande. Et bien évidemment en fait que si je commence à raconter des conneries, vous imaginez bien qu'il y a des centaines de personnes qui sont dans ma communauté privée et qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? C'est absolument pas ce qu'il a dit en privé. Et donc je me tirais une balle en fait. Donc j'ai aucun intérêt à mentir d'une part. Et si je le fais aujourd'hui, si je partage en fait ce que je fais, c'est pas pour mon ego ou je ne sais quoi. En fait, moi honnêtement, j'en ai vraiment rien à faire de ça. C'est juste pour que vous compreniez. Alors je sais qu'il y a pas mal de frustration quand les marchés baissent. Encore une fois, ils baissent pas forcément sur le Bitcoin, mais lorsqu'on est mal exposé sur les mauvais actifs. Si ça en énerve certains d'être mal exposés, encore une fois, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne cesse de répéter en fait que les altcoins, il ne faut pas être exposé dessus de manière importante et ce depuis des mois et des mois. Depuis le début de l'année, je ne cesse de le répéter que les altcoins ne sont pas intéressantes. Il y en a beaucoup qui se sont amusés à me troller en fait dans les commentaires. Je le répète encore aujourd'hui, les altcoins ne sont toujours pas intéressantes. Si vous êtes allé dessus et que vous vous êtes pris des baisses, ce n'est pas mon problème. Encore une fois, et votre frustration, ça ne sert à rien en fait de la partager en commentaire. En fait, même cette frustration, elle ne sert absolument à rien. Voilà. En tant qu'investisseur, quand on prend des pertes, on devrait juste déjà se dire que c'est nous-mêmes le responsable. On devrait faire un petit peu un état des lieux pour savoir pourquoi est-ce qu'on a fait ces erreurs-là, pourquoi est-ce qu'on s'est autant précipité par exemple sur certains actifs, pourquoi est-ce qu'on n'est pas sorti également quand il y avait des signaux et en fait déferler sa rage sur les autres, ça n'a jamais aidé personne. Voilà. Donc on ferme la parenthèse par rapport à ça. Donc le Bitcoin, il reste dans une structure de consolidation. Il n'y a pas le moindre signal baissier aujourd'hui sur le Bitcoin. Il y en a eu sur des UT plus courtes, ça c'est clair, sur du 4 heures, même du journalier ou même du 3D. Donc du 3 jours,
il y a eu des signaux baissiers qui ont commencé à apparaître et c'est là où la gestion active est importante parce que ceux qui font de la gestion active n'ont quasiment pas en fait eu à subir cette phase baissière et ils sont extrêmement sereins en fait dans cette phase de stabilisation qui met les nerfs à rude épreuve. On a eu deux phases ici d'attaque baissière qui ont pu faire craindre pour beaucoup de personnes une fin en fait de marché haussier. De mon point de vue pour l'instant, on en est encore très très loin de parler de fin de marché haussier. Moi j'estime qu'on est toujours dans une configuration à moyen long terme qui est haussière et donc de ce fait, j'estime qu'il faut garder une exposition à ce marché en permanence de l'ordre de 25 à 50% au maximum. Voilà. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Pour le coup, j'ai envoyé un signal, on était exactement, si j'arrive à le retrouver, je ne vais pas le retrouver. Je ne vais pas le retrouver, mais c'est pas grave, on devait être à peu près dans cette zone ici, dans la zone des 62-63 000 $. J'ai envoyé un signal que je vous montre ici. Voilà, encore une fois, je ne suis pas là pour bullshit, j'en ai rien à faire. Voilà, donc c'est un signal qui a été partagé. Le 2 août, on était donc la semaine dernière, on commençait déjà à avoir des petits signaux de danger, notamment sur les marchés traditionnels. Et c'est là où je vous dis par rapport au début de la vidéo, où c'est important de comprendre ce qui se passe dans la finance tradi. Ça impacte directement le marché des crypto-monnaies. On avait déjà des marchés qui commençaient à se tendre. Voilà, on avait du risque qui commençait à remonter de manière assez importante. Et donc, je me suis dit, on va rester tranquille. On va sortir encore un petit peu plus. On était exposé à hauteur de 75% du portefeuille. On était déjà rentré plus ou moins sur ces niveaux-là, grosso modo. On était rentré ici, hein, grosso modo. Et donc, on est ressorti plus ou moins sur le même niveau. Donc, en fait, grosso modo, il n'y a eu aucune perte par rapport à ça. Et voilà, je me suis dit, on va rester tranquille. On va repartir à 50% qui, je pense, est une exposition qui est confortable dans une dynamique de marché qui est à moyen long terme haussière et on va faire attention. Je n'avais absolument pas anticipé le fait qu'on allait taper, donc là vous le voyez le retracement des 50% et encore moins aussi rapidement. Bien évidemment en fait que encore une fois quand on fait de la gestion active, on se protège de l'incertitude, on se protège du risque qui commence à augmenter. Maintenant on ne sait pas ce qui va se passer, encore une fois. Et au final on a eu une grosse baisse. Très difficile avec la stratégie que moi j'applique parce que j'envoie des signaux qui peuvent prendre du temps pour que tout le monde les prenne. Donc, je ne peux pas forcément placer des ordres. Ça ne marche pas comme ça. Donc, très difficile pour le coup de se positionner dans la zone des 50 000 $. Ça, il fallait vraiment être devant les écrans. C'est ce qu'on a fait notamment avec le fonds d'investissement que je gère. On est très très bien rentré dans cette zone-là. Encore une fois, il fallait être devant les écrans. Mais ceux qui font du trading, je pense qu'ils ont pu clairement en profiter parce qu'on a eu une belle fenêtre et dès que le marché américain a ouvert, boum, c'est reparti directement en flèche et après un trade, ça se sécurise extrêmement rapidement et puis après on joue tranquillement le rebond. Bref, donc là, clairement, le Bitcoin maintenant, il a bien défendu ce niveau-là. Moi, en tout cas, ce que je compte faire, c'est que je compte attendre encore quelques jours pour voir si le Bitcoin arrive vraiment à stabiliser de nouveau dans cette phase de range-là et que ce n'est pas encore un énième piège avant de repartir encore une nouvelle fois chercher une accélération baissière, ce que je n'exclus pas encore et qu'il ne faudra de toute façon jamais exclure. Mais pour l'instant, je reste sur une exposition à 50%. Je repasserai à 75% quand j'aurai eu des multiples confirmations avec une consolidation dans cette phase de range qui va tenir plusieurs jours. Et ensuite, encore une fois, le véritable signal de toute façon, c'est la cassure de cette zone. Voilà. Tant qu'on ne clôture pas au-dessus de cette zone, en fait, ça ne sert à rien de trop s'enflammer par rapport au Bitcoin. Encore une fois, tant qu'on ne franchit pas avec de vraies clôtures ce niveau-là, de mon point de vue, il est inutile de trop s'enflammer. Il faut continuer à partir du principe qu'on est uniquement dans une phase de range et que dans une phase de range, certes, beaucoup espèrent une cassure à la hausse, mais une cassure à la baisse reste toujours possible. Et encore une fois, tout est possible en fait. Et c'est tout le principe de la gestion active, c'est ne pas se faire avoir, ne pas juste investir en partant du principe que ça va forcément monter. Parce que malheureusement, ceux qui font ça, quand ils se trompent, ils n'ont aucune stratégie en fait, et donc ils ne savent plus quoi faire. Et ça, je pense que ça, c'est vraiment un gros problème. Donc pour l'instant, on a une configuration qui reste vraiment très intéressante. Le RSI qui tient au niveau de la zone des
des 50. Donc ça également, c'est assez important. C'est un niveau qui n'a pas été cassé depuis ici. Hein. Donc grosso modo, depuis qu'on a donné le signal du point bas en début d'année dernière, on est toujours resté au-dessus du RSI 50. Parfois, on est venu titiller un tout petit peu en dessous, mais rien de grave. Il faut absolument qu'on reste au-dessus des 50. Si on commence à s'installer en dessous, alors là, par contre, la porte est ouverte pour commencer à parler de marché baissier. Mais pour l'instant, honnêtement, on n'y est absolument pas. Je pense qu'il y a de fortes chances pour que cette mèche soit le point bas. En tout cas, si le range tient et si la tendance reste haussière, de mon point de vue, il y a quand même de très très fortes chances pour que le point bas ait été atteint et qu'on ait quand même beaucoup de mal à aller chercher beaucoup plus bas. Après, encore une fois, tout va dépendre également de ce que font les marchés. Si les marchés traditionnels partent sur une dynamique vraiment de correction beaucoup plus puissante que ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, ça va être quand même assez compliqué pour le Bitcoin et c'est pour ça que c'est important aussi de surveiller ce qui se passe de ce côté-là. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport au Bitcoin. Donc moi je me positionne également sur des actions, non pas que sur de la crypto. Je pense encore une fois que la diversification c'est la clé. Alors même si on est fortement corrélé au marché crypto, je vous l'accorde. Et notamment sur Coinbase. Voilà. Et notamment un trade que j'avais partagé en fait sur Coinbase, c'était celui-là où j'étais rentré grosso modo ici. On avait une belle phase de stabilisation sur les plus bas, ici sur la zone de support en gros des 210. J'étais rentré ici avec un objectif de premier TP à 282, deuxième TP 381. Ben, manque de bol, on n'a pas tapé le premier TP et je suis sorti péniblement exactement ici. Voilà, sur cette bougie-là. Dès que j'ai eu en fait ici cette accélération baissière avec limite ici un gap down dès l'ouverture et on est venu faire un plus bas par rapport à ici, là j'ai commencé à me dire, là le scénario pour moi est invalidé, je dégage. J'avais un stop qui était à break-even, pour le coup, heureusement que j'ai encaissé. Et par la même occasion, ça je le partage notamment dans mes lettres d'investissement, je l'avais partagé, l'action CleanSpark, qui est une minière de Bitcoin. C'est une minière américaine. Ce qui est assez intéressant avec cette minière, c'est qu'elle fait partie des minières qui a un coût de production parmi les plus bas aujourd'hui. J'ai plus exactement le chiffre en tête, mais en tout cas, on est à moins de 50 000 $ pour le coût de minage d'un Bitcoin. Donc, c'est assez intéressant. Et forcément, tout comme les minières d'or, en fait, les minières de Bitcoin, eh ben, elles sont fortement corrélées au Bitcoin parce qu'elles possèdent une certaine trésorerie en Bitcoin. Là, on parle de plusieurs milliers de Bitcoin pour cette boîte-là. Et donc, c'est très corrélé. Mais je trouvais que les actions des entreprises publiques dans le secteur des crypto-monnaies avaient de belles configurations et j'ai trouvé même bien plus intéressantes que la plupart des altcoins. Et celles-là sont plus volatiles. C'est bien plus volatile que les altcoins avec des configurations techniques qui parfois sont bien plus propres. Donc, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser beaucoup plus. C'est également ce que je partage dans mes lettres et dans ma communauté. Et j'avais partagé un trade qui me paraissait intéressant. Et encore une fois, je parle des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a bien évidemment des choses qui ne fonctionnent pas. Ce que j'avais partagé, c'était tout simplement une belle stabilisation. Franchement, là, on a un range qui était magnifique. Un range depuis février 2024, donc depuis quand même maintenant des mois et des mois. On avait une belle phase de stabilisation. J'avais partagé l'idée de rentrer dans la phase ici, donc dans les 15 et grosso modo les 15,50, hein, il fallait vraiment aller viser cette zone-là avec un stop grosso modo hein, qu'on pouvait placer sous les 14. Voilà, un stop à peu près ici. Déjà, juste en jouant le rebond, on aurait pu espérer, juste pour vous montrer un petit peu la volate qu'on a sur ce genre d'action. Tac. Juste 40% sur un simple retour sur la zone de résistance. Et je ne parle même pas en plus de si après on vient breaker, j'avais un objectif à 42. Voilà. Là, on peut directement aller chercher quasiment 200%. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est comme une alt. Voilà. C'est aussi, voire plus volatile qu'une altcoin. À la grande différence, c'est que là, on a quand même une action. C'est une entreprise qui a une véritable valeur. On n'est pas sur des tokens qui sont uniquement spéculatifs dans la plupart des cas. On a en plus une boîte qui a des bitcoins, des milliers de bitcoins. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut se rattacher par rapport à la valorisation, même si ce genre de boîte, ça reste hyper difficile, on va dire, à valoriser et ça reste extrêmement volatile. Mais honnêtement,
Je trouve que parfois on s'expose à des alts qui franchement valent rien du tout, qui n'ont qu'une valeur que purement spéculative. Eh ben, il y a aussi des choses qui sont intéressantes d'être faites sur les actions directement liées au marché des crypto-monnaies. Voilà. Donc bien évidemment, le scénario ne s'est pas produit. Je me suis tout simplement pas fait stopper. J'ai coupé la position. Voilà. Donc là, en fait, quand c'est aussi volatile, il faut zoomer beaucoup plus. Il ne faut vraiment pas aller sur des UT larges parce que là, malheureusement, il n'y a plus de gestion du risque. Surtout quand on peut avoir des gap down de 20 à 30%. Donc, grosso modo, sur cette bougie 4 heures, je me suis fait toucher. Et quand j'ai vu qu'on a clôturé la bougie en dessous en fait, de mon range, on était vendredi soir, j'ai coupé la position parce que pour moi, le scénario était invalidé. Je voulais absolument une belle réaction avec une mèche. Voilà. Et surtout, le week-end approchait avec le risque de gap down et c'est exactement ce qui s'est passé. Encore une fois, la gestion du risque, c'est la clé. Donc au final, j'ai pris une micro-perte. Si j'avais absolument pas coupé la position et que j'aurais attendu, j'aurais pu me lever un lundi matin avec direct un moins 30%. Voilà. En fonction de votre taille de position, moi je rentre relativement lourd en fait sur ces trades-là parce que j'ai un stop qui est relativement proche et j'ai une gestion du risque qui me permet de pouvoir rentrer relativement lourd. Je ne peux absolument pas accepter moins 30%. Alors même si ça a rebondi, en fait, en vrai, le signal est complètement invalidé. Le range a été breaké à la baisse et en fait, il n'y a plus rien à faire pour l'instant. On est revenu chercher cette zone de résistance ici, mais honnêtement, je mets à la poubelle pour l'instant cette boîte qui n'est plus intéressante pour moi d'un point de vue technique. Il y en a plein d'autres qui existent, enfin plein d'autres. En tout cas, il y en a une petite dizaine d'autres qui sont également intéressantes, parfois qui ont encore des bonnes configurations. Donc, je vous conseille franchement de regarder un petit peu ce qui se passe du côté des actions qui sont quasiment toutes cotées sur le Nasdaq, donc qui sont franchement facilement accessibles. Voilà en tout cas un petit peu par rapport à ça. Parlons rapidement des alts. Alors, les alts, encore une fois, comme je ne cesse de le répéter, elles ne sont pas intéressantes et elles sont dans une dynamique baissière depuis maintenant, c'est depuis mai 2021. Voilà. Donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que les altcoins ne sont pas intéressantes. Voilà. Alors, je sais que quand je dis ça, il y en a plein qui ne vont pas être d'accord avec moi et il y en a plein en fait pour qui ça va faire mal. Mais encore une fois, c'est factuel. Le Total 3, c'est le top 125 du marché en ayant enlevé le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça représente dans sa globalité le marché des altcoins. Donc dans sa globalité, aujourd'hui, le marché des altcoins, il est baissier contre le Bitcoin. Il passe son temps à sous-performer BTC depuis plus de 3 ans. Donc encore une fois, on en revient à ce que je disais. Bitcoin, c'est pour moi le seul gagnant et encore plus de ces 18 derniers mois. Parce qu'en 2022, c'est celui qui a le moins perdu. Et en plus de ça, c'est celui qui a le mieux performé, quasiment le mieux performé, vu qu'il est revenu chercher sur ses plus hauts. Quel alt aujourd'hui est revenu chercher sur ses précédents ATH? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc encore une fois, pour l'instant, de mon point de vue, les alts ne sont toujours pas intéressantes. On a peut-être ici eu des phases d'excès baissier. On le voit notamment avec une petite divergence qui se met en place ici. Mais quoi qu'il en soit, on reste dans une structure en plus qui est très baissière depuis notamment cette accélération baissière ici qu'on a eue en avril. Vous le voyez, on a nos moyennes mobiles ici qui n'arrêtent pas de retenir le prix entre le MA13 et le MA25. À chaque fois, on revient, on se fait rejeter, on se fait rejeter, on se fait rejeter. Et ça, c'est très baissier ici. Quand on n'arrive même pas à rebondir, quand on peine, que les niveaux de support sont défendus, mais qu'il y a une pression vendeuse, que le prix n'arrête pas de faire des nouveaux plus bas, c'est très mauvais. Et boum, encore une fois, une accélération baissière. Et pour l'instant, le prix, il est sous la zone de support. Donc tant qu'il ne la réintègre pas, qu'il ne revient pas dans ce range, qu'il ne restabilise pas, donc ça veut dire qu'il nous fasse ça, qu'il stabilise et qu'enfin il fasse un break, mais tant qu'on n'a pas fait tout ça, encore une fois, les alts ne sont pas intéressantes. Voilà. Donc maintenant, ceci étant dit, les alts ne sont pas intéressantes contre Bitcoin. Par contre, contre l'Ethereum, c'est complètement différent. Contre l'Ether, on avait eu cette phase, notamment avec l'arrivée des ETF, etc., qui avait un petit peu excité pas mal de monde sur Ethereum. On avait eu cette phase baissière des alts contre l'Ether avec un gros signal baissier. Et au final, ce gros niveau, cette grosse zone pivot ici, a été cassée. Donc ça veut dire quoi? Que par contre, versus Ethereum, les alts sont beaucoup plus intéressantes.
Et ça, c'est grave, parce que d'une certaine manière, ça montre quand même la faiblesse de l'Ether, malgré le lancement des ETF. Il n'y a que l'Ether aujourd'hui, avec le Bitcoin, qui a eu droit aux ETF, notamment aux ETF spot américains. Malgré tout ça, pour l'instant, l'Ether est un échec cuisant. Vraiment un échec cuisant, tant l'anticipation post-ETF que ce qui se passe maintenant pré-ETF. Pour le coup, c'est vraiment un échec total. Voilà. Et là, par contre, clairement, une pondération en alt, on va dire même limite en remplaçant l'Ether, est plus intéressante parce que clairement, on a eu un beau signal ici de reprise qui mérite encore un peu de confirmation et surtout, c'est ce gros morceau-là qu'il faudra être capable de casser. Mais en tout cas, c'est assez positif pour les alts versus Ethereum. Donc bien évidemment, en fait, que si on regarde maintenant l'Ether versus Bitcoin, vous imaginez bien que ça ne va pas être fameux. Alors, on va se mettre en weekly. Évidemment, en fait, l'Ether est baissier, pareil, depuis avril 2021. Et en fait, comme je vous le dis depuis un moment, l'Ether n'est pas intéressant et on le voit, il y a une pression vendeuse qui est extrêmement importante. Et on a surtout ici, on a deux moyennes mobiles qu'il faut absolument surveiller, qui sont le MA200 et la moyenne mobile 100, et qui sont encore plus, je crois, qui sont encore plus pertinentes quand je mets en 3 jours. Là, on le voit, c'est assez flagrant. Vous voyez que cette pression vendeuse, vraiment, vous voyez, cette droite de tendance baissière et cette pression vendeuse, tant qu'on ne franchit pas ce morceau, l'Ether n'est pas intéressant. Voilà. Encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent anticiper. Il y en a beaucoup en fait qui se disent oui, mais les fondamentaux, oui, mais les ETF. Encore une fois, l'analyse technique, ça vous permet de vraiment de mettre de côté tout le bruit, tous les avis biaisés en fait qu'on peut avoir, et ça nous permet de prendre des décisions qui sont rationnelles. Voilà. Aujourd'hui, on est venu chercher la zone des 0,40. Franchement, c'était une zone que j'avais dessinée ici. Je pensais vraiment pas qu'on irait la chercher. Je suis extrêmement surpris que l'Ether ait une telle faiblesse aujourd'hui par rapport au Bitcoin, malgré le lancement des ETF, malgré l'évolution d'un point de vue fondamental. En fait, aujourd'hui, le Bitcoin, clairement, c'est ce qui intéresse la plupart des nouvelles personnes qui veulent investir et ils ne sont absolument pas intéressés ni par l'Ether et encore moins par les alts. Parce que les alts, s'il y avait des acheteurs de fonds, elles ne se seraient pas pris des moins 80%. Voilà. Donc ça, c'est vraiment assez flagrant. Et pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment une preuve d'échec par rapport à l'Ether. Encore une fois, ne confondez pas fondamental et prix. Quand je parle d'échec en termes d'investissement par rapport à l'évolution de son token. Ça ne veut pas dire en fait que d'un point de vue fondamental, Ethereum est un échec. Loin de là, ça reste une blockchain que moi, je me sers tout le temps. Mais d'un point de vue purement d'investisseur, c'est clairement un échec. Et pour le coup, même si je dis en fait que l'Ether n'était pas intéressant, moi j'ai une stratégie basée sur un indice. Sans avoir surpondéré ni les alts ni l'Ether, je suis quand même un petit peu exposé à l'Ether. Et donc ça, c'est toujours un petit peu embêtant d'être exposé sur un actif de ce type-là. Mais je ne suis pas non plus dans une optique de me dire faut vraiment virer l'Ether. Voilà. Là pour le coup, peut-être que je suis un peu moins rationnel par rapport à ça, mais j'estime qu'il a toujours sa place. Voilà. Et peut-être qu'il y aura une phase de rattrapage. Par contre, je surpondérerai l'Ether par rapport au Bitcoin lorsqu'il n'y aura que vraiment un réel signal de retournement. Pour l'instant, c'est vraiment, mais vraiment pas intéressant par rapport à l'Ether. Si on regarde maintenant la dominance du Bitcoin, eh bien, écoutez, elle continue tranquillement. Et même là, elle nous paye le luxe de faire une nouvelle accélération haussière en faisant une cassure des bandes de Bollinger à la hausse. Et on est revenu taper cette zone de résistance ici, la zone des 57. Honnêtement, je ne serais même pas surpris que le Bitcoin vienne chercher dans la zone des 60-62% de dominance, voire même pourquoi pas, je ne pensais même pas un jour avoir à retracer et à réétendre pour le coup ces différents niveaux. Mais pourquoi pas également ce niveau-là, le niveau des 68. Pourquoi pas sur une accélération finale, sur un Bitcoin qui pousse énormément, une accélération finale et ensuite enfin, j'ai envie de dire, un ruissellement vers le reste du marché, ce qui reste le scénario, je pense, le plus probable si on commence vraiment à avoir une phase d'accélération puissante de nouveau sur le Bitcoin, chose qui n'est absolument pas encore le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, Bitcoin is king et moi, je reste fortement pondéré en BTC. Voilà, même si je garde encore un pied dans les alts,
dans les alts, principalement les majors. Parlons justement maintenant un petit peu des altcoins. Mais avant ça, faut aussi quand même dire ce qui se passe par rapport à l'écosystème Ethereum. Il subit énormément ce manque de performance de l'Ether. Je pense que l'ensemble de l'écosystème le subit. Que ce soit la DeFi, si on prend par exemple, on va aller vite parce que j'ai beaucoup de choses encore à dire. Voilà, si on prend Link, bon, il est revenu taper le haut du range. Pour l'instant, c'est pas catastrophique, mais franchement, c'est pas du tout la meilleure des configurations. Surtout que là, en 3D, on repasse complètement baissier. On est sous l'ensemble de nos moyennes mobiles, sous le RSI 50. Voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de consolidation et une zone de support qu'il va vraiment falloir tenir avant de recommencer de parler de choses haussières sur Link. Uniswap, j'en parle même pas. Il a complètement réintégré son range, range qui tient depuis mai 2022. Curve Finance, n'en parlons même pas, même si là on a une énorme divergence et que c'est fort probable qu'on ait une phase de rebond. En l'occurrence, on est sur une dynamique qui est fortement baissière. AV, ça tient à peu près. Là, on a quand même eu pas mal de défense sur ces niveaux-là. Ça tient à peu près. Maintenant, honnêtement, on est encore très très loin d'être sur une dynamique haussière encore une nouvelle fois. Là, vous le voyez, ça bataille énormément. Pour l'instant, on est vraiment sur des signaux qui sont encore très confus. Voilà. On peut commencer à repartir sur une dynamique haussière. Il va falloir quand même être capable de break les niveaux ici des 110. Et là, on va commencer à avoir des choses qui sont intéressantes. Mais là, pour l'instant, vous voyez qu'on est en plein milieu. On est sur une zone de support. On est sur toutes nos moyennes mobiles. Et on est sur le niveau du RSI 50. On est vraiment sur la zone de neutralité. Voilà. Donc, honnêtement, là, c'est quand même difficile pour l'instant de se projeter. On prend du Lido. Je rappelle que Lido, ça avait été quand même un des projets stars, notamment avec le wrapping en fait, d'Ether et pouvoir aller récupérer des récompenses, notamment lorsque les Ethers étaient encore bloqués, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Bon, mais Lido, c'est une catastrophe. On est revenu chercher sur les niveaux de décembre 2022, quoi. Enfin, je veux dire, c'est sur le point bas du marché, quoi. On est revenu chercher le point bas du marché. Donc, c'est une hécatombe. Vraiment, c'est une hécatombe. A contrario, par contre, si on prend l'écosystème de Solana, encore une fois, versus Bitcoin, voilà. On a une configuration haussière. Ça, c'est une configuration haussière. Ça, c'est quelque chose qui a fait une belle vague haussière, nous fait une phase de stabilisation sous un niveau de résistance important. Vous voyez qu'il tient pour l'instant nos différentes moyennes mobiles. On a des retracements qui sont franchement pas très importants. On a fait un retracement 50% pour l'instant, mais on voit que ça ne va même pas plus bas. On a une belle stabilisation. Honnêtement, pour moi, le sol, il a tout pour continuer à surperformer le marché et notamment le Bitcoin. Et c'est pour ça que ça fait vraiment partie de mes top alt aujourd'hui, et ce depuis un moment. Et il est très fortement pondéré dans mon petit indice, dans ma petite stratégie. Le sol, tout comme le BNB, qui est un peu moins bien, mais qui tient encore la route versus Bitcoin. Je dis bien il tient la route, parce que franchement, les autres, en fait, les autres, c'est une hécatombe. Donc en fait, il faut choisir. Mais en tout cas, il tient quand même relativement bien la route pour le coup. Et donc, il faut clairement dire que le BNB et le sol, ça tire mon portefeuille vers le haut. À contrario, l'Ether, il le tire un petit peu vers le bas, malheureusement. Mais la moyenne fait que le portefeuille, dans sa globalité, s'en sort quand même plutôt bien. L'écosystème de Solana, eh bien, écoutez, il s'en sort plutôt bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pour des nouveaux projets qui ont été listés assez récemment, ben, franchement, alors oui, il n'y a pas de phase haussière. En même temps, il n'y aura pas de phase haussière parce qu'on n'est même pas en alt season. Et même l'Ether n'arrive même pas à être dans une vraie phase haussière. Donc bien évidemment, mais ça résiste extrêmement bien. Ça consolide très très bien. Les niveaux de support sont défendus. Il y a des acheteurs sur les principaux niveaux d'intérêt. C'est ce qu'il faut. Jupiter, donc avec le token JUP, là ça lag un petit peu, configuration quasiment similaire. Voilà. Il y a que Pit au niveau de l'oracle qui a un peu plus morflé, mais encore une fois, il tient son support. Voilà. Il tient son support pour l'instant. Si on prend l'écosystème Ethereum, notamment avec le restaking, ben, je suis désolé, mais c'est une catastrophe. Voilà. Entre Etherfi, Renzo, Starknet, ben, je suis désolé en fait, mais voilà. Là, vous comprenez bien en fait qu'il y a une différence mais colossale entre l'écosystème Solana et l'écosystème Ethereum. Voilà. Alors, à tort ou à raison, peu importe, les faits sont les faits, les graphiques nous montrent la réalité et
en tout état de cause aujourd'hui de mon point de vue, il faut être bien plus exposé sur l'écosystème de Solana que l'écosystème Ethereum. En tout cas, si on veut sur du moyen terme être capable de continuer à profiter de cette belle dynamique et de cette belle résilience qu'on peut avoir sur cet écosystème-là. Voilà. Est-ce que ça veut maintenant dire qu'il faut mettre à la poubelle tout ce qui se fait sur Ethereum? Je ne pense pas. Mais en tout cas, factuellement pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de vraiment intéressant. Et Starknet, je me rappelle encore de comment est-ce qu'on nous avait bassiné avec ce projet. On n'arrêtait pas de nous en parler. C'était limite the projet de 2024. Bon ben voilà, encore une fois, quand il y a beaucoup d'attentes, en général, il ne se passe pas grand-chose. Alors que je pense que sur des projets comme ça, il n'y avait pas beaucoup d'attentes et pour le coup, ils se portent beaucoup mieux. Donc, vous voyez que très souvent, le consensus a rarement raison. Quelques configurations qui montrent des excès baissiers également, notamment Celestia. Voilà, là, on voit par contre grosse divergence. Vraiment, là, ça commence à sentir un début de point bas. Encore une fois, je pense que tout va dépendre de ce que fait le Bitcoin, mais ça commence à sentir en tout cas, un début de fin de baisse. Maintenant, il va falloir être quand même capable de stabiliser sur ces niveaux-là avec un range qui va probablement se former entre ces deux niveaux ici. Être capable de tenir ce niveau-là et rebreaker ensuite cette zone-là. Et quand nos moyennes mobiles en plus vont tranquillement se rapprocher ici, là, on aura un break qui pourra être intéressant à jouer. Voilà. Mais encore une fois, il y a du travail. Il y a du travail et c'est pareil pour la plupart, enfin en tout cas pour pas mal d'autres projets. Hein, voilà. Pour Sei, vous voyez que c'est un peu similaire, même si lui il a été cherché un peu plus bas quand même. Il y a encore un peu plus de travail, mais la configuration elle est assez similaire. Là vous le voyez, c'est ce niveau pivot qu'il va vraiment falloir surveiller. Il y a encore du travail. Franchement, il y a encore du travail et ça se trouve, la baisse n'est pas encore terminée. Voilà. Donc pour l'instant, encore une fois, honnêtement, au niveau des alts, il n'y a pas réel intérêt de se précipiter. Maintenant, si on veut jouer dans une optique de long terme, bien évidemment, en fait, qu'on commence à être sur des niveaux qui sont intéressants pour acheter. Encore une fois, lissez vos investissements, mais ça va de soi en fait que d'acheter des projets dans lesquels vous pensez que d'un point de vue fondamental, il y a encore beaucoup d'avenir et qu'il y a encore beaucoup de hype à venir sur ces projets-là pour X ou Y raison. Après, chacun a son avis, je m'en fiche. Mais oui, bien évidemment, en fait, que là, on commence vraiment à être sur des niveaux qui sont intéressants. Là, clairement. On commence à montrer quand même des signaux de fatigue à la baisse. Encore une fois, rien ne monte jusqu'au ciel, mais il n'y a rien qui baisse également. Bon, sauf quelques exceptions quand même. Mais sinon, il n'y a rien qui ne fait que baisser. Alors, ça arrive par contre pour le coup. Mais sur des projets legit, j'ai envie de dire, qui ont des vrais fondamentaux avec une vraie token economics, une vraie communauté, normalement, c'est pas censé faire que baisser. Voilà. Maintenant, ça arrive quand même. Par contre, je vous rassure, il y a des projets qui font que baisser. Voilà. Et il y en a malheureusement peut-être un petit peu trop. Voilà. Ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de déchets dans la plupart des projets qui sont créés. Je voulais également vous partager une stat intéressante, mais j'ai oublié de prendre l'image pour faire la vidéo. Je ne vais pas être capable de la récupérer. C'était juste en fait une image, mais c'est pas grave. Enfin bref, peu importe. En gros, ça nous montrait en fait les listings sur Binance, tous les tokens qui ont été listés sur Binance et la performance qu'ils ont réalisée. Et grosso modo, ça peut en choquer peut-être plus d'un, mais la moyenne tourne entre moins 60 à moins 80% pour la plupart des projets. Il y a un seul projet dans le vert, ça veut dire entre le moment où il a été listé sur Binance et maintenant, c'est Jup. On est à plus 20%. Voilà. Il y a également WIF dans les mêmes coins, on est à moins 6 et on a Note où on est à moins 13 et on a encore un autre même coin qui est BOM où on est à moins 27. Ce sont ceux qui ont le moins souffert. Parmi ceux qui se sont le plus fait déglinguer, on a notamment W, que je ne connais même pas, mais il y a quand même du Coinbase. Il y a quand même Coinbase derrière. On a AI, encore une fois, encore un projet qui a voulu surfer sur la vague IA. On a Starknet, moins 81%. Voilà. On a DIM, moins 75%. On a TAO, moins 56%. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre parmi vraiment le top, c'est Aevo. Encore une fois, et ça c'est un gros projet avec Binance Lab, Panthera et Coinbase derrière. Pour vous dire, si ça c'est pas de l'exit liquidity, je sais pas ce que c'est, honnêtement. C'est vraiment, là c'est dumpé à la gueule des gens. Mais vraiment, il faut le dire encore une fois, vous avez des projets qui sont listés sur Binance,
Ils sont listés à 3 milliards en fait de market cap. Là, c'est le cadre du projet, je ne sais même pas comment est-ce qu'on prononce ça, c'est Aevo. Et là, aujourd'hui, on est à 320. Voilà, si ça, c'est pas dumper à la gueule des gens, ben, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Encore une fois, les listings Binance, ben, c'est plus ce que c'était. Mais la raison aussi, c'est qu'on n'est pas en alt season. Quand on est en alt season, quand il y a un listing Binance, le token, il s'envole. Là, aujourd'hui, en fait, le token, il ne s'envole pas, il s'effondre. Il s'effondre. Donc, ça veut dire quoi? En fait, que tous les investisseurs initiaux sont en train de vendre. Tous ceux qui se sont positionnés en amont sur d'autres plateformes sont bien évidemment également en train de profiter en fait de listing Binance pour dumper le token. Encore une fois, ce n'est pas une caractéristique de alt season. Voilà, tout ça n'est pas une caractéristique de dynamique haussière sur les alts. On reste aujourd'hui dans une dynamique qui est fortement baissière au niveau des alts. Est-ce que ça va rester comme ça? Probablement pas. Probablement en fait qu'on va avoir des rebonds et des phases haussières qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Encore une fois, l'avenir est incertain et celui qui vous promet une alt season est un menteur. Encore une fois, personne ne peut rien promettre dans ce marché. Personne ne peut promettre que l'Ether va rentrer dans une phase de surperformance. Chacun prend ses risques par rapport à ça. Personne ne peut vous promettre qu'on aura une alt season, tout comme personne ne peut vous promettre que tel ou tel token va exploser en 2025. Voilà. Encore une fois, tous ceux qui font des promesses, c'est juste pour amuser un petit peu la galerie, faire plaisir à ceux qui adorent en fait entendre des choses positives. Mais de mon point de vue, en fait, investir, c'est être rationnel, c'est être objectif. Et c'est pas rêver en fait, tout simplement. Si on veut rêver, en fait, on joue au casino, on joue au loto, ou on s'amuse effectivement dans le marché des crypto-monnaies, mais on n'est pas là pour investir en fait de manière sérieuse. Voilà. Donc voilà en tout cas un petit peu par rapport à tout ça. On va finir maintenant en faisant un petit point sur la finance traditionnelle, que j'appelle donc TradFi, hein, c'est plus facile, c'est le petit nom qui a été donné pour le coup à tout ce qui touche à la finance traditionnelle. Est-ce que les vendeurs de peur vont enfin avoir raison? Ça, c'est vraiment un truc moi qui me fascine. Les vendeurs de peur, ils ont tout le temps tort. Et quand il y a un début de baisse, pouf, ils sont tous là, tout contents, en train de faire leur vidéo avec leur miniature hyper aguicheuse en mode fin du monde. Et ils se trompent tout le temps. Franchement, c'est... moi, ça me fait toujours marrer. Ça me fait toujours marrer. Alors déjà, sur la finance traditionnelle, il n'y a eu ni crack, ni réelle baisse. Que les choses soient claires. D'accord? Là, je vais rapidement vous mettre le SP500 sur une UT weekly. Voilà. Ceux qui viennent parler de crack, ça me fait bien marrer. Franchement, ça me fait vraiment marrer. Ceux qui parlent de panique, peut-être mini panique sur quelques heures, oui. Mais de là à commencer à parler en fait de panique similaire à ce qu'on a pu avoir en 2008, voire même en 2020, encore une fois, ça me fait bien rigoler. Parce que factuellement, les graphiques sont objectifs et sont rationnels. Les gens, eux, en général, ils ne le sont pas. Et c'est pour ça que moi, je ne regarde que les graphes et je ne regarde pas les gens. Voilà. C'est parce qu'ils sont rationnels. Les graphiques sont rationnels. Et quand on enlève le bruit de court terme, eh ben, on a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes. Qu'est-ce qui se passe dans la finance tradi? Il s'est passé qu'on a eu une mini panique qui venait d'Asie et qui nous vient plus particulièrement du Japon. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement là-bas, il y a ce qu'on appelle déjà le carry trade sur le yen. Donc le carry trade, c'est quoi? C'est le principe de dire, ok, le yen, on est quasiment sur des taux qui sont aujourd'hui à zéro. Donc je vous rappelle que dans la finance, aujourd'hui, on peut emprunter de l'argent au taux directeur ou quasiment au taux directeur, et ce, de manière extrêmement simple. Voilà, en faisant du prêt lombard ou ce qu'on veut, on peut emprunter de l'argent très facilement. Et donc, quand il y a un yen qu'on peut emprunter à quasiment zéro et qu'on a en fait un dollar qui rémunère à 5, ben on peut faire un carry trade. Ça veut dire qu'on va emprunter en yens, on va vendre ces yens en dollars et on va les mettre en bon du trésor américain et on va tranquillement se gaver en fait sur l'écart de taux. Voilà. Et on peut facilement faire du 5%, du 5, 6, 7% par an juste en faisant cette opération-là. Et donc tout ça, ça crée une pression vendeuse notamment sur le yen. Et c'est pas pour rien que le yen se fait défoncer par rapport au dollar en fait depuis maintenant un bon bout de temps. Là, si je vous mets pour le coup le yen, voilà, il se fait absolument défoncer.
à cause de la politique monétaire de la BOJ, donc la Banque centrale du Japon. Voilà. Donc là, c'est assez flagrant. Le yen se fait tout simplement défoncer et ça s'est accéléré avec le Covid. Où là, vous le voyez par rapport au plus haut du Covid, voilà, ça a perdu 30% et sur ses plus bas, on est parti à 35%. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que la BOJ remonte un tout petit peu les taux, eh ben, le carry trade devient un petit peu moins intéressant, surtout avec des taux du côté américain qui commencent à se préparer à une baisse de taux de la Fed. Et donc tout de suite, ben, la pression sur le yen commence un petit peu à se réduire et boum, ça repart à la hausse au niveau du yen. Et sauf que ça, ce n'est pas forcément toujours bon pour les entreprises japonaises, notamment les boîtes qui font de l'exportation. Parce que, encore une fois, une monnaie locale qui est faible, quand tu engendres des devises étrangères qui, elles, sont beaucoup plus fortes, ben, c'est super bien. Et donc, ben voilà, en gros, il s'est passé ça. Il s'est passé que le yen est remonté très très vite. Et grosso modo, ben voilà, donc les boîtes exportatrices japonaises, elles sont faites défoncer en bourse. Et donc, ça a provoqué cette mini panique qui est associée à d'autres éléments. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. On pourrait parler en fait également des craintes qu'au final la Fed commence à piloter encore mal pour le coup la baisse des taux. Déjà qu'ils ont été très tardifs par rapport à la hausse. Au début, tout le monde était assez confiant, les marchés se sont bien positionnés sur un soft landing. Et là maintenant, il y a pas mal de craintes du hard landing. Voilà. Donc ça veut dire une économie américaine qui ralentit beaucoup trop. Et je rappelle que quand il y a des baisses de taux, c'était pareil avec les hausses de taux, l'impact sur les marchés se fait ressentir que plusieurs trimestres plus tard. Même parfois, ça prend plus d'une année avant que les baisses de taux qui aient eu lieu puissent vraiment avoir l'effet espéré dans l'économie réelle. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire que si jamais la Fed attend trop tard pour baisser les taux, l'économie peut être cassée, peut ralentir beaucoup plus que prévu. Et là, pour les marchés, eh bien, il y aura du rééquilibrage parce qu'ils ne se sont pas positionnés sur un hard landing. Ils se sont positionnés sur un soft landing. Donc, il y a eu quelques stats, notamment sur le chômage, qui ont fait un petit peu peur. Honnêtement, elles ne sont pas non plus si mauvaises que ça. Mais je pense que c'est un effet de plusieurs choses qui se cumulent et qui ont provoqué cette mini panique qui a à peine duré une journée. Il y a également pas mal de craintes au niveau des boîtes sur les semi-conducteurs, notamment avec les Américains qui vont probablement interdire la vente de semi-conducteurs aux Chinois. Il y a encore plus de craintes avec une possible arrivée de Trump qui lui va vraiment être extrêmement hostile par rapport à la Chine. Et donc toutes les boîtes de semi-conducteurs qui ont explosé grâce à toute la hype qu'il y a eu sur le secteur de l'intelligence artificielle, mais forcément elles se sont pris des claques. Maintenant, encore une fois, elles se prennent des claques, mais il faut voir où est-ce qu'elles étaient. Elles n'ont pas pris vraiment des claques si importantes que ça en fait en réalité. Et forcément, les boîtes de la tech, elles se sont également pris une claque. Encore une fois, si on dézoome et qu'on regarde par rapport à leur performance la baisse qui s'est passée, commencer encore une fois à parler de crack, je suis désolé en fait, mais c'est une simple correction. Voilà. C'est juste une simple correction, rien de plus pour le moment. Voilà, si on prend Google, ok, on a fait une petite baisse, super. On est revenu chercher en fait sur les niveaux d'avril 2024. Il faut se détendre. Voilà, il faut se détendre. Même si on revient ici, même si on se prend une baisse de 30%, mais c'est largement mérité. Donc encore une fois, je pense que les gens sont trop tendus et sont vraiment plus du tout habitués aux baisses. Et ça, c'est effrayant. C'est vraiment effrayant. Et je pense qu'il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu également sur Apple, vous l'avez sûrement vu, il y a Warren Buffett. Donc on a appris dans les filings en fait, de la SEC que la holding de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a vendu pour 49% de ses actions Apple. Voilà. Et donc forcément, tout ça, en fait, on se dit, oh mon Dieu, si Warren Buffett vend, ça veut dire que d'une, il pense que Apple n'est plus si intéressante que ça et peut-être surévaluée, voire pire, il se prépare à une baisse du marché. Bon, encore une fois, déjà d'une, il a vendu que la moitié. Donc s'il était vraiment persuadé que Apple n'était plus intéressante, ben, il aurait tout vendu en fait tout simplement. Et encore une fois, est-ce que c'est déconnant qu'ils vendent sa plus grosse ligne
qui était ultra pondéré dans sa holding pour aller éventuellement se positionner sur autre chose, non, c'est pas franchement très très surprenant. Donc encore une fois, voilà, on adore se créer des prétextes pour paniquer, j'ai envie de dire. Et en plus de ça, n'oublions pas qu'on était en août, on est toujours en août, peu de liquidité, et en plus de ça, des algos de trading qui vont amplifier les mouvements parce qu'il y a beaucoup d'algo trading qui font du momentum. Donc, tout ça résulte sur une petite panique sur le début de la semaine, sur lundi, où effectivement, on a eu un VIX qui a pété au plafond. On a un VIX qui a pété au plafond sur un niveau qui a rarement été atteint, sauf durant le Covid et la crise de 2008. Donc, tout de suite, tout le monde se dit, en tout cas, beaucoup de personnes se disent, pas tout le monde, oh mon Dieu, ça y est, on revit en fait un crack comme en 2008 ou en 2020. Bon, putain, en une journée, hein, en une journée. Vous imaginez à quel point est-ce que les gens peuvent passer de tout au rien en l'espace d'une journée. Et dès que le marché américain a ouvert, comme si les Américains, eux, étaient beaucoup plus rationnels que les investisseurs européens et asiatiques, ils ont tout racheté. Voilà. Ils ont tout racheté. Et au final, le VIX est totalement retombé. Et au final, le S&P, qui a eu une petite phase de correction, a fait sa première phase de rebond. Encore une fois, correction qui n'est pas injustifiée. Loin de là. Loin de là. Maintenant, cette correction, elle n'est en réalité que ultra concentrée sur certaines boîtes, les boîtes de la tech et notamment les boîtes également de semi-conducteurs. Et il y a pas mal de craintes que tous les gros investissements qui sont faits par les géants de la tech, notamment dans tout ce qui touche à l'IA et aux puces, au final, si jamais on rentre également dans une récession et que les résultats des boîtes de la tech qui ne sont pas également si bien que ce qu'on aurait pu espérer, la crainte c'est qu'ils réduisent leurs investissements dans ces secteurs-là. Et forcément, comme les marchés ne font qu'anticiper, eh bien, ils ont anticipé de gros investissements. Si les investissements sont réduits, eh bien, forcément, il y aura du rééquilibrage. Maintenant, est-ce que les marchés baissent vraiment? Encore une fois, tout dépend de ce qu'on regarde. Là, je vous montre une des lignes en fait, que moi j'ai dans mon portefeuille, qui est le MOT, qui en fait sont les entreprises de type MOT. C'est quelque chose qui a été bien défini par Warren Buffett, par des entreprises qui ont des gros avantages concurrentiels. Ça n'a même pas baissé. Voilà. Il n'y a même pas eu de baisse. Voilà. Donc encore une fois, en fait, il faut bien comprendre que les indices, il faut faire attention. Très souvent, ce n'est pas une généralité, il ne faut pas généraliser. En fait, il n'y a que très très peu de boîtes en fait, qui baissent et ce sont surtout celles qui avaient beaucoup monté. Voilà. Mais si on prend l'indice MOD par exemple, bon, il ne se passe pas grand-chose. Si on prend l'indice des rates américaines, donc les foncières qui sont cotées en bourse, de la même manière, au contraire, j'ai envie de dire, s'il y a une baisse de taux à venir, ça veut dire qu'il y aura enfin une détente au niveau du marché de l'immobilier américain qui est complètement à l'arrêt, tant du côté de l'immobilier résidentiel qui n'a pas forcément baissé, mais qui est clairement à l'arrêt, et peut-être également un début d'espoir pour l'immobilier de bureau qui lui s'est fait massacrer. Mais là vous le voyez, voilà, concrètement on est sur une phase de redémarrage. Voilà, ça ne baisse pas. Voilà. Donc encore une fois, ce qui baisse, là je vous mets un ETF que j'ai également qui est l'ETF World Momentum. Évidemment, les boîtes qui sont dans un gros momentum, les boîtes de la tech, Nvidia et compagnie. Voilà. Donc est-ce que c'est justifié qu'elles se prennent enfin une petite claque? Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Et même j'ai envie de dire que si ça pourrait encore continuer, eh ben, ce serait une aubaine. Voilà. Est-ce qu'on a eu des opportunités d'achat sur les marchés traditionnels? Je suis désolé en fait, mais si vous pensez qu'une baisse aussi petite c'est une opportunité, ça veut vraiment dire en fait qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Parce que honnêtement, je suis désolé, mais une micro-baisse du marché de même pas 10%, voilà. Si on appelle ça une opportunité, waouh, ça veut vraiment dire qu'il y a un problème. Ça veut vraiment dire qu'on n'est plus habitué vraiment à ce que plus rien ne baisse, quoi. Moi, pour être honnête, le niveau que j'attends pour l'instant, parce que la baisse n'est peut-être pas terminée, hein, pour le coup, là, on a breaké nos 2 mois immobiles. On peut rebondir dans la zone des 5004 et se reprendre une vague baissière. C'est même plutôt ce que je souhaiterais. Pour moi, c'est intéressant d'acheter dans cette zone-là. Voilà. Au moins une baisse de 15 à 20%. Et ce n'est pas beaucoup demandé, pour être honnête. Voilà.
Donc honnêtement, encore une fois, je pense qu'il faut se détendre par rapport au marché. On est très très loin d'être sur un crack. On est même très très loin d'être sur une grosse correction. Et en plus de ça, la crainte de récession aux États-Unis, ce n'est qu'une crainte. Pour l'instant, elle n'est pas avérée, loin de là. Et les chiffres américains ne sont pas si mauvais que ça. Donc, encore une fois, il faut être rationnel. Voilà. Il ne faut pas en fait commencer à se prêter au jeu des vendeurs de peur qui n'attendent que ça. Voilà. Et qui vont sauter à la moindre occasion pour faire paniquer en fait un maximum de gens, comme s'ils y prenaient un malin plaisir. Voilà. Je ne sais pas, en fait, j'ai beaucoup de mal à comprendre leur motivation. Soit ils veulent se la jouer en mode sauveur du monde, mais en fait ils se trompent depuis des décennies et des décennies. Soit ils y prennent un malin plaisir, soit ils ne sont pas investis, donc en fait ils adorent faire ça. Vu que pour le coup ils ne sont pas investis et qu'ils veulent absolument que ceux qui ont investi en fait ils perdent de l'argent. Je sais pas, il y a peut-être un petit côté pervers ou narcissique de vouloir absolument parler en fait de baisse et de catastrophe. J'ai l'impression que certains vraiment ils en ont fait leur marque de fabrique et moi je trouve ça vraiment pitoyable. Mais en soi, écoutez, il faut de tout pour faire plaisir aux gens. Mais en l'occurrence, faites quand même vraiment attention à ces personnes-là qui sont tout sauf rationnelles, qui sont totalement biaisés. Je ne dis pas en fait que les marchés sont dans une grosse phase de bull market et que tout va encore faire que monter, loin de là. Mais en tout cas, je pense que honnêtement, on est très très loin d'être sur un crack et je pense que si on peut encore avoir des corrections, ce serait honnêtement là une réelle opportunité pour commencer à se positionner un petit peu plus. Moi, en toute transparence, je fais du value averaging depuis octobre 2022. Grosso modo, mais je n'ai pas encore du tout placé de ligne supplémentaire parce que j'attends une vraie baisse. Voilà. Donc c'est pour ça, je vous le dis, moi, j'aimerais qu'il y ait une vraie baisse, encore une fois. Mais honnêtement, pour l'instant, c'est même pas encore le cas. On n'a même pas encore une véritable baisse. Donc je pense qu'il faut vraiment se détendre par rapport à tout ça. Et je terminerai juste sur toute la partie géopolitique, ce qui se passe au Moyen-Orient. En fait, tout ça, les marchés s'en foutent. Vraiment, je vous le dis, les marchés sont contre-fiches. Voilà. Je vois encore des personnes dans mon groupe privé qui me disent « Ah, attention, l'Iran, etc. » Moi, je leur dis « Mais tant qu'il n'y a pas une réaction des marchés, en fait, il n'y a aucun risque. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter avec ça. C'est que du bruit. Du bruit, du bruit, du bruit. Vous vous fatiguez la tête avec que du bruit. Pour l'instant, honnêtement, les marchés sont contre-fiches de tout ça. Ils sont plus intéressés de savoir ce que Jérôme Powell va dire que savoir ce qui se passe au Moyen-Orient parce que c'est ça qui va vraiment les impacter. Voilà. Donc ça, ne l'oubliez pas, faites abstraction du bruit, c'est extrêmement, extrêmement important. Allez, on est good, vidéo assez longue, je m'excuse, je n'avais pas prévu de la faire aussi longue. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez débattre, si vous avez des avis par rapport à tout ce que j'ai pu dire, n'hésitez pas à les partager dans l'espace de commentaires. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.